chiar ok. Cât zice, că are 2 săptămâni și vrea încă 2 săptămâni să pedaleze, da? Să aibă drum bun. Bonjour à tous et à toutes. Donc on est ravis de vous accueillir à Bucarest pour vous présenter rapidement auprès du public. Vous êtes né en 1980 à Lyon. Vous avez commencé, paraît-il, à écrire et à dessiner dès l'âge de 9 ans. Quelques années plus tard, vous devenez géographe, puis vous enseignez l'histoire et la géographie en banlieue parisienne. Entre-temps, ou peut-être en même temps, vous voyagez, notamment en Europe de l'Est. Votre premier roman, Halte à Yalta, qui se passe en Russie, en Crimée, dans le Transsibérien, paraît en 2010. Pour vous comprendre, et surtout pour comprendre vos livres, je pense qu'on ne peut pas se contenter de vous qualifier d'écrivain. On doit également dire que vous êtes dessinateur, géographe et voyageur. J'imagine aussi que votre carrière de professeur n'est pas à négliger. Ça vous a aussi peut-être donné l'envie de transmettre des choses au travers de vos romans. Avec à tous ces noms, à tous ces substantifs aujourd'hui, il faut également qu'on ajoute celui de sportif, de cycliste. En effet, vous venez d'effectuer un parcours assez impressionnant depuis Odessa, donc jusqu'à Bucarest, plus précisément à vélo jusqu'à Oltenica et en train jusqu'à Bucarest, via de nombreuses villes roumaines situées le long du Danube. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce périple? Pourquoi vous avez décidé de faire ça et quel est votre but? Alors, je vais vous raconter un petit peu le projet, comment ça s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, pendant 2 ans, ça a commencé en 2015, de 2015 de février 2015 à décembre 2016, j'ai habité à Novi Sad, en Serbie, donc une ville sur le Danube, qui est la 5e plus grande ville sur le Danube. Et donc j'avais la chance, comme ça, tous les jours, de pouvoir me rendre sur le Danube pour faire mon footing, me promener, pour faire du vélo aussi, pour écrire aussi, puisqu'il y a une péniche qui s'appelle Zeppelin, où j'ai écrit beaucoup de textes, notamment quasiment en entier un livre à paraître en septembre, mon prochain livre qui s'appelle Sous les serpents du ciel. Et j'avais un beau jour, je me suis dit que j'allais acheter un vélo pour remonter le Danube, avec d'abord l'idée d'aller jusqu'en France, puisque les sources du Danube, qui se situent dans la forêt noire, sont à vol d'oiseau, une trentaine de kilomètres de la frontière française. C'est un peu grand. La France n'a pas les sources du Danube, elle aurait bien aimé, puisqu'il y a eu plusieurs tentatives, notamment à l'époque de Louis XIV, d'essayer d'annexer cette partie de la forêt noire, mais qui ont échoué, puisqu'il y a une grosse forteresse à Fribourg qui a toujours résisté. Et d'autre part, vous savez que les Français ont occupé cette région après la Deuxième Guerre mondiale, le Baden-Württemberg étant dans le secteur d'occupation des forces françaises. Et il en est resté beaucoup de camps militaires qui sont restés longtemps en place, camps militaires français. Mais les Français se sont rattrapés, puisque dans la Commission européenne du Danube, le français était la langue qui était utilisée dans cette commission. Et la France était un des membres principaux de la commission. À Novi Sad, j'avais acheté un vélo d'occasion, qui est le vélo que vous pourrez voir donc si vous sortez, qui est là dans la cour, puisque nous sommes arrivés jusqu'ici en vélo avec Benjamin Fournier, qui est ici dans la salle et qui est mon compagnon de voyage, et qui avait déjà fait avec moi l'autre partie, puisque nous avions fait donc Novi Sad, Mulhouse. Benjamin est allé jusqu'à Orléans en vélo, puisque vous savez qu'on peut relier avec l'Euro Vélo 6, on peut aller de Saint-Nazaire jusqu'à Constantin. Et puis pour cette deuxième partie, on avait envie de faire la partie aval, puisque quand vous êtes
à Novi Sad, le Danube n'a parcouru que environ 1700 km, et qu'il en restait quand même environ un peu plus de 1100 km, puisque le Danube au total c'est 2850 km environ, en fonction des différentes sources, puisque vous savez qu'il y a différentes sources, il n'y a pas une seule source, et qu'il y a différents kilomètres zéro, il n'y a pas qu'un seul kilomètre zéro. Les Roumains ont Sulina, mais les Ukrainiens ont Vilkovo. Et donc on s'est dit, bah, si on veut voir la totalité des pays qui sont traversés par le Danube, il faut qu'on parte d'Ukraine. Et donc c'est là qu'on a eu l'idée en fait d'atterrir, après ce premier voyage, d'atterrir à Odessa et de partir d'Odessa. On aurait pu partir de Constantin, mais si on était parti de Constantin, on n'aurait jamais, on n'aurait peut-être pas eu le courage d'aller jusqu'en Ukraine. Donc pendant 4 jours, tout d'abord, nous avons roulé sur des routes de terre ukrainienne. Alors j'ai pas de photos à vous montrer de la première partie du voyage, puisqu'en fait on pédale un peu tous les jours, et donc j'ai pas trop le temps de mettre ça sur une clé USB. Je pourrais vous montrer des photos plutôt de la première partie du voyage, celle de Novi Sad jusqu'en France. Et donc on est arrivé à Odessa le 25 juin, et on a pour projet d'arriver à Novi Sad le 20 juillet. Voilà. On a roulé à peu près tous les jours, on a fait une petite pause dans la région de Galatz, où on a visité le delta. On avait laissé les vélos à Galatz, et puis on a visité le delta, puisqu'on ne peut pas aller jusqu'en vélo à Sulina aujourd'hui. Alors l'idée du livre est née en fait de la lecture d'un livre de Mathias Sénard qui s'appelle Boussole, dans lequel il y a une discussion entre deux personnages du livre qui parlent du livre de Claudio Magris, qui vous a été évoqué tout à l'heure dans la vidéo, qui est un livre que je vous invite vraiment à lire, qui est un livre vraiment d'amoureux du Danube. Claudio Magris est un écrivain italien qui était professeur d'université, qui vient de Trieste, en Italie, donc ancienne ville austro-hongroise, et qui est un grand germaniste, un spécialiste de la littérature autrichienne du XIXe siècle. Et je me suis dit, bon, il faudrait essayer de rééquilibrer tout ça. J'ai eu la chance de vivre pendant 2 ans à Novi Sad, de beaucoup voyager à travers la Serbie, et je me suis dit, il faudrait faire un livre dans lequel, tout d'abord, on partirait du kilomètre zéro, puisque le Danube est un fleuve dont on mesure à partir de son embouchure. C'est le seul fleuve du monde qui est comme ça. Et puis, pouvoir décrire toute cette partie balkanique, et toute cette partie aussi un peu méditerranéenne, puisque en fait, quand on pense Danube, on pense souvent Autriche, Hongrie, Allemagne, et je trouve qu'on néglige la part balkanique et méditerranéenne du fleuve. Donc ça serait un petit peu ça, une des premières idées du livre. Une autre source, c'est que je me souviens quand j'étais... donc Cyrielle, tout à l'heure, tu as dit que j'écris depuis l'âge de 9 ans, et c'est vrai, en fait, j'écris depuis le jour de la chute du mur de Berlin, où vraiment, ce soir-là, je m'en souviens très bien, c'était le 9 novembre 1989, et j'allais avoir 9 ans. Quand j'ai appris la chute du mur de Berlin, je suis monté dans ma chambre, et j'ai inventé un pays imaginaire, qui est un peu la matrice de tous les livres que j'ai écrits depuis. Et j'avais j'avais construit beaucoup de choses autour de ce pays imaginaire, et j'avais notamment tracé les cartes de ce pays imaginaire, qui annexait une bonne partie de la forêt noire, en fait. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais décidé de coincer mon pays entre la France, l'Allemagne et la Suisse.
je crois que c'est surtout qu'en fait, j'étais pas à l'époque capable de m'aventurer très très loin en esprit. Et je montrais les cartes à un grand-oncle qui avait été à Baden-Baden, il y avait un camp militaire français assez connu à l'époque. Et il était très choqué parce qu'en fait, j'avais annexé les sources du Danube. Donc il m'avait expliqué, il m'avait fait de mes premières leçons de géographie, d'histoire et de géographie, en me disant qu'on ne pouvait pas annexer comme ça un territoire étranger. Donc j'avais été un petit peu décontenancé, je me souviens, et j'avais découpé ce pays, j'en avais fait un archipel, et j'avais déporté cet archipel dans la mer Baltique. Voilà. Donc on s'était éloigné très loin du Danube, et j'avais un petit peu envie de retrouver ça. Donc on est remonté jusqu'à la source. Alors je peux peut-être vous trouver des photos de la source. Je pensais pas, je dois avouer que je pensais pas qu'avec des vélos, donc comme ils sont chargés, là on a des vélos qui font 30 kg avec les bagages. Je pensais pas qu'on pourrait monter jusqu'à la source, mais on y est arrivé. Heureusement qu'on l'avait gardé pour la fin, je vais vous dire, parce que au moins on était entraînés. Donc là, ce jour-là, on est parti d'une ville qui s'appelle Geisingen, en Allemagne. Il faisait 7 degrés, c'était au mois de septembre. Donc c'est pas tout à fait les températures qu'on a en ce moment. Là, on souffre un petit peu plutôt de la chaleur et des orages. Hier, on a été bloqué par un orage en arrivant à Oltenitsa, où on a été obligé de s'arrêter devant une petite épicerie, en attendant que la pluie se termine. Donc voilà, vous voyez là, on voit le Danube un petit peu, qui est au fond là. Alors, je ne sais pas comment se sent ça, voilà, ici. Voilà, le Danube pas très loin de la source. Donc là, c'est très tôt le matin, on était parti très tôt le matin, parce qu'on avait une longue étape, il fallait quand même qu'on arrive jusqu'à Fribourg. Signe. Les cigognes partout, les paysages. Ce qui est très frappant en fait sur le Danube, finalement, c'est bon pour des cyclistes, ça peut être c'est l'aspect un petit peu, on va dire, monotone de la chose. C'est à quel point les paysages finalement se ressemblent. Sur 2800 km, on retrouve quand même il y a en effet cette différence assez notable entre le haut Danube, le moyen Danube et le bas Danube. Mais si on parle de l'architecture, si on parle de symboles comme les cigognes, des choses comme ça, on le retrouve ça quasiment de la source jusqu'au delta. Alors là, on est à Donaueschingen. Et à Donaueschingen, tout à l'heure, on vous a dit que c'est la source du Danube, mais oui, c'est une source, on va dire, décrétée de façon artificielle. Ici, vous avez un temple, le temple du Danube, qui a été construit par Guillaume Ier, l'empereur d'Allemagne. Donc voici le temple du Danube. Ici vous avez une sculpture qui se trouve devant l'endroit officiel. Donc voici le lieu officiel à partir c'est à partir de cet endroit qu'on peut appeler ce que vous trouvez ici véritablement Danube. Ce que vous avez là n'est pas le Danube, c'est la Breg. Et ce que vous avez là n'est pas le Danube non plus, c'est la Brigach. Et ce sont ces deux rivières qui donnent naissance à ce qu'on appelle le Danube. Donc voilà, peut-être là, voilà, le Danube est ici, dans ce remous, dans ce tourbillon. Alors les hérons, c'est pareil, ceux-là on les retrouve partout à peu près. Et ça, c'est la source vraiment artificielle. C'est-à-dire que dans le parc d'un château,
des princes de Württemberg, qui s'appellent les Fürstenberg. Vous avez cette vasque qui recueille des eaux des deux rigelles, de la Brec et de la Brigard, et qui décrète que c'est ici que naît le Danube. Donc vous voyez à quel point le Danube est un fleuve qui est un fleuve en fait totalement humanisé, même dans son... c'est un fleuve qui est canalisé en grande partie, c'est un fleuve sur lequel il y a beaucoup de barrages. En effet, c'est sur sa partie aval qu'il est le plus sauvage, ici, en Roumanie, à la frontière entre la Roumanie et la Bulgarie. Mais sinon, c'est un fleuve qui est extrêmement humanisé. Donc on est à 678 mètres au-dessus du niveau de la mer, comme on vous l'indique, et à 2840 km de la mer. Mais voilà, là, à partir de là, on remonte cette rivière qui s'appelle la Breg, et qui est, qui est un torrent, et qui est le torrent dont la source se trouve la plus éloignée de Sulina, du kilomètre zéro, et aussi la plus haute en altitude. Et donc là, ça grimpe vraiment pour les vélos. C'est vraiment la véritable étape de montagne. C'est là où on a grimpé le plus, sauf peut-être sur l'avant-dernière étape avant-hier, où on était en Dobruja. On a roulé, on était parti d'un petit village qui s'appelle Den, du côté de Harshova, et on est allé jusqu'à Yodkorvin, c'est ça. Et là, ça montait, ça descendait tout le temps. Et je ne pensais pas que c'était aussi vallonné dans la région. On comprend aussi pourquoi le Danube en fait fait un coude, parce que en arrivant, vous voyez que le Danube fait un coude vers le nord à partir en gros de Kalarash, et il fait un coude vers le nord parce qu'à cet endroit-là, le Danube rencontre véritablement des obstacles, de même qu'il rencontre des obstacles quand il traverse les portes de fer. Et là, on arrive jusqu'à la ville de Furtwangen. Et c'est sur le territoire de la commune de Furtwangen que se trouve, près de cette chapelle qui s'appelle Martinskapelle, les sources du Danube. Donc, ici, on vous explique, qu'on se trouve au niveau de la ligne de partage des eaux entre le Danube et le Rhin. Et cela veut dire qu'en fait, le Danube aurait pu ne faire qu'une vingtaine de kilomètres, si c'était trompé de côté d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand vous êtes à la ligne de partage des eaux, vous avez une autre rivière qui s'appelle l'Elz, et l'Elz, elle, ne franchit qu'une vingtaine de kilomètres avant de rejoindre le Rhin, puisque l'Elz, les eaux de l'Elz coulent d'est en ouest et rejoignent le Rhin, alors que les eaux de la Breg, elles, coulent d'ouest en est et deviennent le Danube à la confluence avec la Brigard. Et donc là, on est à 2888 km de Sulina. Et donc des géographes, enfin des géologues, sont venus poser une stèle. Il s'agit de Irma et Ludwig Hörlein, et ce sont eux qui ont découvert la source du Danube. Sauf que quand vous vous trouvez dans un endroit comme ça, évidemment, vous vous dites, bon, ben, la source, elle arrive d'ici. Mais vous vous posez toujours la question de qu'est-ce qui se trouve plus haut, puisqu'en fait, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas complètement tout en haut. Donc il y a quelqu'un qui a décrété que la source est ici, un géologue, mais en fait, l'eau, elle vient bien de quelque part. Alors, comme évidemment, ma curiosité de géographe fait que je me suis dit, il y a forcément quelque chose plus haut. J'ai franchi la barrière que vous pouvez voir là. Et donc, si vous allez voir, vous tombez déjà sur cette citerne qui fait un peu glou-glou. Et vous dites, il y a forcément de l'eau ici. Puis en plus, on était au mois de septembre. Le mois de septembre, c'est un des mois les plus secs. Il n'a pas plu de tout l'été. Et vous êtes dans ce pré qui est a priori à sec, mais vous vous dites, en octobre, en novembre, ce pré qui est à sec, là, en septembre,
il sera peut-être beaucoup moins sec. Et puis vous vous rendez compte qu'il y a quand même un moment où il y a un écoulement quand même des eaux. Alors peut-être pas toute l'année, mais au moins sur un certain moment de l'année. Alors là, ça n'a rien à voir, c'est une forêt noire, c'est Benjamin qui est en train de manger une forêt noire. C'est quand même offert ça en arrivant là-haut. Quelque chose qui m'intéressait aussi, c'est que dans ce livre de Claudio Magris, dans Danube, qui a été publié en Italie en 1986 et qui décrit un voyage qui a été fait au début des années 80, Magris traversait ces pays qui sont indiqués ici. Et donc les pays qui sont indiqués ici, bah, vous voyez, c'est la République fédérale d'Allemagne, à l'époque de Magris, ce n'est que la RFA, l'Autriche, qui n'a pas changé, la Tchécoslovaquie, qui n'existe plus, et donc aujourd'hui la partie où le Danube coule, c'est la Slovaquie, la Hongrie, qui n'a pas changé, la Yougoslavie, qui n'existe plus, la Roumanie, qui n'a pas changé, la Bulgarie, qui n'a pas changé, et l'Union soviétique, qui n'existe plus non plus. Et donc l'idée aussi, c'était dans ce livre, dans cette remontée du Danube à contre-courant, c'est aussi de parler de pays qui ont été bouleversés. Ce pays donc, dans lequel nous avons vécu, Benjamin et moi, parce que Benjamin aussi a vécu à Novi Sad et a acheté lui aussi son vélo sur un marché aux puces, sur le même marché aux puces, qui s'appelle Nylon à Novi Sad. Cette Yougoslavie a connu la guerre, et notamment la région qui est traversée par le Danube entre la Croatie et la Roumanie, entre la Croatie et la Serbie, que nous avons traversée. C'est une région qui est encore minée aujourd'hui, donc il y a encore des mines, vous ne pouvez pas vous aventurer dans il y a non seulement des marécages, mais il y a aussi des mines. Donc c'était aussi ça, d'écrire en fait les bouleversements qu'il y a eu depuis les années 80, avec aussi l'Ukraine, qui est un pays qui a encore qui connaît encore aujourd'hui la guerre, et qui est un pays très très pauvre, hein, puisque donc nous, les régions qu'on a traversées là, sur les 4 jours en Ukraine, il n'y avait pas de... Alors qu'on prenait des routes qui étaient quand même indiquées en jaune sur la carte, ce sont donc des routes qui a priori n'étaient pas si petites que ça, qui étaient des routes quand même assez importantes, où il y a des camions qui passent, tout ça. Ce sont en fait aujourd'hui des routes dont le goudron est complètement détruit, il ne reste plus rien. En vélo, on essaie de passer sur des fils en fait, entre deux ornières, et puis les camions passent de part et d'autre sur d'autres pistes qui ont été tracées, qui sont des pistes de terre. Donc de temps en temps, on s'engouffrait derrière les camions sur les pistes de terre. Mais là, c'est vraiment des routes qui sont des routes vitales encore pour l'Ukraine, où vous avez quand même beaucoup de camions qui passent. Donc on s'est rendu compte aussi à quel point la campagne ukrainienne, entre tout ce qui est en fait la région de la Bessarabie, entre Odessa et Ismaïl, et jusqu'à la frontière moldave, est aujourd'hui une région encore très 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 pauvre. Et je crois encore plus pauvre en fait qu'à l'époque où Magris écrivait son livre dans les années 80, sachant que Magris n'était pas allé jusqu'en Union soviétique, hein, puisqu'à l'époque c'était un petit peu compliqué d'aller en Union soviétique, surtout dans des zones qui sont des zones frontalières. Et alors là, vous voyez, Benjamin vous montre quelque chose qui est... Ce que vous voyez là, je vais vous la montrer là. Vous voyez ici, il y a une gouttière. Et dans le livre de Magris parle, pour ceux qui l'ont lu, il parle d'une gouttière. Et moi, je me disais toujours, il dit le Danube n'est une gouttière, pour dire à quel point ce fleuve est humain, en fait. En racontant même l'histoire d'une vieille dame, une paysanne, qui va alimenter la gouttière. Et j'aime beaucoup cette idée, parce que dans cette idée, il y a aussi l'idée de chat de gouttière. Vous savez, on a cette expression en français, alors je ne sais pas si ça existe en roumain, si vous avez l'équivalent, mais nous, on dit un chat de gouttière. Un chat de gouttière, c'est pour dire un chat bâtard, un chat qui n'est pas de race. Et donc,
J'aime bien cette idée parce que c'est l'idée que le Danube est quelque chose d'extrêmement artificialisé aujourd'hui et aussi quelque chose qui appartient à toute l'Europe, puisque c'est le pays le plus partagé, ça vous a été dit tout à l'heure dans la vidéo, c'est vrai, c'est un pays qui traverse 10 pays, qui a un bassin hydrographique immense de 820 000 km², donc c'est quand même quasiment 2 fois la France en superficie. Donc si le Danube, si tout le bassin du Danube était un pays, ça serait le plus grand pays d'Europe, plus grand que la France, plus grand que l'Ukraine. Donc cette idée, en fait, c'est une idée que j'aime beaucoup. Et en fait, il y a dans ce champ, en effet, puisqu'on n'est pas tout à fait à la ligne de partage des eaux qui se situe là-haut, là où vous voyez l'ombre, qui est la véritable ligne de partage des eaux, de la ligne de partage des eaux. Dans ce champ, des eaux coulent au moment des fortes pluies, et donc sont récupérées dans cette gouttière. Donc j'imagine que si on y va avant que ce pré soit totalement enneigé, parce que je pense que l'hiver il est totalement enneigé, parce qu'on est quand même à 1200 mètres d'altitude en forêt noire où il y a un enneigement qui est quand même considérable. Si vous arrivez un petit peu avant les neiges, je pense que dans cette gouttière, vous voyez de l'eau passer. Voilà. Et ça, c'est l'autre rivière. Ça, c'est l'Eltz, qui est la rivière qui, elle, coule vers le Rhin et qui n'a pas le temps de grossir. Comme quoi, les choses se jouent à très peu. Ouais, peut-être pas plus de temps pour vous présenter tout ça. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je voulais savoir s'il y avait des questions de votre part. Il nous reste un petit peu de temps. Bonsoir monsieur, merci de vos explications et de vos photos magnifiques. Je suis le professeur roumain à l'Université Polytechnique de Bucarest, Nicolae Dragulanescu, et président de l'association Ligue Roumanie France. Je suis venu spécialement pour vous écouter, pour voir vos images. 2 questions pour être très brièvement. Première question, est-ce que vous avez vu des bateaux de passagers au long du Danube sur le trajet roumain? Et deuxième question, est-ce que vous connaissez les différences entre le delta du Danube et le delta du Rhône? Parce que nous, les Roumains, nous sommes intéressés par votre delta. Et il y a des différences que des Français m'ont fait connaître et qui doivent être connues aussi par les Français qui viennent ici. Merci. Alors, merci pour vos questions. Je crois que la dernière, je peux pas répondre. Moi, j'ai grandi au bord du Rhône, mais ce n'était pas tout à fait le delta. Donc, je connais très peu la région du delta du Rhône. J'imagine quand nous n'avons pas de pélicans, par exemple. Nous, on a pu voir les pélicans, on a vu les pélicans sur le... J'étais pas sûr qu'on puisse les voir, mais on peut voir les pélicans si on va à Sulina. Ils sont là, sur une île qui est d'ailleurs parmi... ça revient à la communication tout à l'heure de M. Panin. C'est une des terres, là où les pélicans sont aujourd'hui, c'est une des terres émergées les plus récemment. Et donc, vous avez ces terres qui sortent de l'eau, en fait, quasiment, puisque le Danube continue à alluvionner et à construire son delta. Et là, alors, la première question, c'était sur le... Non, c'est vrai que nous n'avons pas vu de bateau de passagers, alors que quand vous êtes à Novi Sad, vous en voyez tout le temps. Il y a des croisières qui arrivent à Novi Sad tous les jours, il y a même des croisières qui viennent de France, il y a des croisières qui arrivent de Strasbourg, donc ils doivent passer par le circuit que vous voyez dans la première vidéo, c'est-à-dire par le canal qui relie le Rhin au Danube par le Main, et qui arrive qui font Strasbourg, Novi Sad. Mais non, sur la partie roumaine, nous n'en avons pas vu. Alors est-ce que les croisiéristes ne vont pas plus loin que les cyclistes, parce que vous savez que beaucoup de cyclistes s'arrêtent aussi à Novi Sad, puisque c'est là que s'arrête la piste cyclable. En fait. Nous prenons sur toute la portion, alors que nous avons eu beaucoup de pistes cyclables entre Novi Sad et Mulhouse, là, entre Odessa et Novi Sad, en tout cas pour l'instant, nous n'avons pas vu de piste cyclable. Donc l'Eurovélo n'existe pas vraiment. Hein. L'Eurovélo, il s'arrête, il existe, mais il va jusqu'à Novi Sad, il ne va pas plus loin.
sur Strava ou un autre site qui suit les sites, les applications sur le portable qui suivent les routes à Oui. bicyclette? Ça existe. Il y a une application. Vous êtes sur quoi? Quoi? Sur laquelle êtes-vous? L'application Eurovélo. Ah, Eurovélo. Ouais. Parce que moi, je me mets sur Strava tout et je me demandais, je vous ai cherché sur Strava, vous n'êtes pas là. Donc vous êtes sur Eurovélo. Ouais. D'accord, d'accord. Am văzut că nu aveți echipament de camping pe bicicletă. Stă la hotel. Une nouvelle fois peut-être? Une question? Est-ce que vous pouvez juste répéter votre question? Am remarcat că nu aveți echipament de camping pe bicicletă. Si, bien sûr, si. Care a fost experiența dumneavoastră cu facilitățile turistice pe tot traseul din România? Notre expérience avec les structures touristiques, ça dépend ce que vous voulez dire. Pour cette partie qu'on est en train de faire, donc d'Odessa à Novi Sad, nous n'avons pas trouvé pour l'instant de camping. Si, on en a vu un, mais qu'on a raté. Mais sinon, la tente, on la pose n'importe où dans les prés, c'est ce que nous disent les gens quand on passe. C'est comme ça qu'ils nous disent de faire. Donc on se présente dans les villages, on va voir le maire, et il nous dit vous mettez la tente dans le camping, sinon vous mettez dans la tente dans les prés ou au bord du Danube, et sinon on va loger là où on peut, c'est soit chez l'habitant, soit dans des hôtels, des pensions. Și mâncarea, cât de dificil a fost să o găsiți? Non, jamais. La nourriture, c'est pas un problème. On trouve toujours. Pour avoir participé aussi à aider un journaliste allemand à faire une sorte de parcours similaire et à tourner un film, je voulais savoir quelle était votre expérience, si vous avez aimé donc plus le côté amont ou plus le côté aval, ou si vous trouvez qu'il y a plus d'intérêt pour les cyclistes, pour les touristes dans l'une de ces zones que dans l'autre. Et puis comment vous avez calculé ou préparé ces étapes à partir de Odessa? Qu'est-ce qui vous faisait vous arrêter un jour? Seulement le nombre de kilomètres que vous pouviez parcourir à vélo physiquement, ou aussi des attractions, des choses à voir? Et troisièmement, si c'est possible, qu'est-ce que ça va donner? Un journal ou un film ou... Parce que j'ai peut-être pas très bien compris, merci. Alors, donc la question sur... la première question, c'était, redites-moi. Qu'est-ce qui était le plus intéressant pour vous? Ah oui, sur les deux, oui. C'est compliqué de les comparer parce qu'en fait, c'est très très difficilement comparable. On va dire que on est content, je crois que Benjamin sera d'accord avec moi, on est content d'avoir fait d'abord Novi Sad. On est content de l'avoir fait dans ce sens, parce qu'on a fait d'abord Novi Sad Mulhouse, parce qu'on a bien pu s'entraîner pour grimper ensuite la Forêt Noire, parce que la Forêt Noire est faite quand même très entraînée pour l'attaquer. Et on est content d'avoir fait d'abord cette première partie. D'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on l'avait conçu. On se disait que c'était un peu un entraînement, sachant qu'il y avait des pistes cyclables et que moi j'ai peur des chiens, par exemple. Donc les chiens errants, ça me fait peur. Je savais qu'il n'y avait pas de chiens errants. En Serbie, on en trouve un petit peu. En Croatie, déjà beaucoup moins. À partir du moment où on arrive en Hongrie, il n'y a plus de chiens errants. Donc il y avait ça, et puis, surtout l'aspect logistique, ça nous a quand même permis de nous entraîner en fait, la première partie. Parce que la deuxième partie, elle est quand même plus dure physiquement. Sachant qu'en fait, on n'a pas de piste cyclable, qu'on peut très rarement... En fait, on ne longe pas toujours, c'est difficile d'arriver vraiment à longer le Danube, à moins de prendre vraiment des chemins de terre, mais qui s'interrompent. Par exemple, on avait pris un chemin de terre, c'était en Ukraine, on a pris un chemin de terre, le chemin de terre s'est
Au début, c'était une route, ensuite c'est devenu un chemin de terre. On a demandé aux gens si on pouvait passer, ils nous ont dit vous n'irez pas plus loin. Puis le chemin de terre, c'était plus que deux traces. On s'est retrouvé complètement dans un champ. Et c'est en regardant sur la carte sur Google Maps qu'en fait on avait vu qu'on n'était pas très loin de la frontière entre, donc vraiment parce qu'on longeait le Danube, on n'était pas très loin de la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie, qu'il valait mieux vraiment se rapprocher le plus possible de la frontière, et qu'on aurait peut-être une chance en fait en coupant à travers le champ de trouver les traces des patrouilles frontalières. Et donc on est tombé sur les traces des patrouilles frontalières, ce qui nous a permis de retrouver le chemin ensuite. Mais on était en fait à un endroit où le chemin n'existait plus. Donc en fait, la deuxième partie, elle est plus difficile physiquement. Elle est même beaucoup plus difficile, je crois, physiquement. La première partie est plus, on va dire, plus agréable pour quelqu'un qui veut faire du vélo. Pour l'agrément, c'est quand même plus agréable la première partie. Là, c'est plus difficile. Mais les paysages sont aussi beaux, c'est des paysages qui sont en dehors vraiment du couloir du Danube où on retrouve les mêmes végétations, on retrouve des choses qui sont similaires. Ensuite, les paysages sont quand même très différents. Et la troisième question, c'était sur... Si ça va donner naissance à un jour. Ah oui, un livre en fait. Le but de ce voyage, c'est d'écrire un livre. Moi, j'ai pas encore tout à fait le titre. J'avais une première idée de titre. En fait, au départ, je voulais écrire une traversée. Moi, je suis plutôt romancier. J'écris différents livres, j'ai écrit des essais, j'ai écrit des récits, mais j'écris essentiellement des romans. Et j'avais commencé un livre sur une traversée de l'Europe à vélo. Sauf que cette traversée de l'Europe à vélo, elle était imaginaire. Et elle se basait sur des endroits que j'avais traversés, mais j'avais jamais fait une traversée de l'Europe en continu. J'avais pédalé dans plusieurs pays où j'étais allé. Et en fait, je me suis dit, après avoir écrit une centaine de pages comme ça sur cette traversée, je me suis dit, il faut maintenant que il faudrait que tu le fasses pour de vrai, il faudrait que tu l'expérimentes, parce que c'est bien beau de raconter ça, mais si tu ne l'as pas vécu, ça ne marche pas. Donc il y avait quand même cette idée. Et c'est après qu'est venu tout le projet de, remonter à contre-courant, dans le sens qui est aussi, cette idée, c'est aussi d'aller dans un autre sens que celui auquel on est habitué. C'est à contre-courant, c'est à rebrousse-poil, c'est contre un peu l'imaginaire qu'on a des pays de l'Est et tout ça, qui est un petit peu fatigant quand même, en s'imaginant presque comme si nous, on était des gens de l'Est en fait. Parce qu'on a vécu, parce que moi j'ai beaucoup vécu dans les pays de l'Est et tout, donc en me disant, en sortant, en ne regardant pas les choses comme un Français a l'habitude un Français, moi, un Allemand a l'habitude de regarder les choses. Donc c'était ça un petit peu l'idée. Puis en allant aussi dans le sens des invasions, des grandes invasions barbares qui ont constitué l'Europe en fait. Un des points de départ de notre, à côté de Novi Sad, il y a une nécropole qui est une nécropole khazare. Et je ne sais pas si vous savez ce que sont les Khazars, c'est ce peuple qui s'était converti au judaïsme, qui vivait sur les bords de la Caspienne. Et donc les Khazars ont remonté le Danube, donc ça c'est, je parle du bas Moyen-Âge, et sont arrivés jusque dans la région de Novi Sad. Donc mais c'est la même chose pour les peuples qui ont constitué le peuple actuel, le peuple hongrois actuel, qui sont venus on sait bien qu'ils sont venus des steppes. Donc c'est cette idée de venir des steppes d'une certaine manière, parce que nous venons tous d'une certaine manière des steppes. Bonjour. Quelle est votre opinion sur pourquoi vous croyez que l'Allemagne donne beaucoup d'importance pour ce fleuve, pour le Danube, en condition dans laquelle seulement une petite portion de Danube, c'est sur le territoire allemand. Donc pour nous, pour le Roman, nous avons un troisième de ce fleuve. Un tiers. Ouais. Mais on a vu dans vos photos, aussi dans vos racontes, quelle importance
les Allemands pour ce Danube? Pourquoi, croyez-vous? C'est toujours particulier les Allemands ont la source du Danube. Et vous savez, dans les mythologies européennes, la source, c'est toujours très important. Un livre que je vous conseille de lire à tous, c'est un des plus beaux livres, qui ne parle pas du Danube, mais qui parle de ce qu'est un ruisseau, ce qu'est un fleuve. C'est le livre d'Élisée Reclus, qui s'appelle « Histoire d'un ruisseau ». Et dans « Histoire d'un ruisseau », Élisée Reclus explique qu'il était un géographe français, un archiviste, un des fondateurs de la géographie humaine. Il explique en fait ce que c'est qu'un ruisseau, ce que c'est qu'un fleuve. Et il montre à quel point la source est quelque chose d'important. Et je pense que le fait que les Allemands possèdent d'une certaine manière la source du Danube, ça leur a permis de développer toute leur mythologie. Et le Danube est un fleuve très important pour les Allemands aussi, parce que vous savez, la région de la Souabe, qui est en fait la région de la ville d'Ulm. Dans cette région qui était très pauvre avant, et qui même encore aujourd'hui, comparée à la Bavière voisine, est quand même une région encore, pas pauvre, parce qu'on est en Allemagne, mais moins riche que la Bavière. Eh bien, au XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, les Allemands partaient de cette région sur des radeaux de fortune et descendaient le Danube pour aller s'installer sur les terres qui avaient été reconquises sur les Turcs au moment de la reconquête austro-hongroise. Et c'est comme ça que les Allemands, en fait, les Allemands ont colonisé le Danube. C'est comme ça que les Allemands sont arrivés jusqu'en Hongrie, jusqu'à ce qui est aujourd'hui la Serbie, mais c'était la Voïvodine à l'époque, sont allés jusqu'en Roumanie en descendant le Danube. Les Allemands qui sont arrivés, beaucoup d'Allemands qui sont arrivés aussi en Roumanie, sont arrivés en descendant le Danube sur ces radeaux. Donc c'est pour ça que l'Allemagne est un pays qui a eu très peu de colonies dans le reste du monde. Et si elle a eu des colonies dans le reste du monde, vous savez qu'elles ont été éphémères. Mais les vraies colonies de l'Allemagne, je ne parle pas là, de l'Allemagne hitlérienne, hein, on parle de l'Allemagne sur le long cours, sont des colonies à l'intérieur de l'Europe centrale. Donc peut-être les Allemands veulent voir le Danube comme un instrument d'influencer, d'occuper l'Europe. C'était pas vraiment... Parce qu'un cycle, 100 années, là, nous avons un roi allemand, aussi les Bulgares ont un roi allemand. Donc, tout l'espace de Danube... Bien sûr, tout l'espace danubien a été... Tout l'espace danubien a été colonisé matériellement et intellectuellement par les Allemands, parce que voilà, ça s'est fait comme ça. En effet, ça a été une voie de conquête sur tous les plans. Ils vous ont même envoyé un roi en Roumanie, je crois, puisque le roi... En fait, je suis vraiment désolée, mais on va juste une toute dernière question. Après, on pourra peut-être poursuivre dehors, parce que là, il y a un film dans 5 minutes, en fait. Donc, juste une dernière question. În român. Vreau să știu. Ok. Aș vrea să știu dacă, din punct de vedere al infrastructurii, pe bucata de drum de aici din România, comparat cu bucata din vest, a găsit diferențe, mă refer acum la semnalistică, sau dacă s-a rătăcit vis-a-vis de ce arăta Google Maps și ce arăta realitatea, drumuri, cu alte cuvinte, da, infrastructură diferentă. Mersi. Non, pas du tout. Pas du tout au point de ce qui s'est passé en Ukraine. C'est-à-dire que en Roumanie, on se retrouve très facilement par rapport à l'Ukraine. C'est assez bien indiqué en principe, et disons que les cartes qu'on peut trouver, enfin les cartes qu'on a, ou les cartes de Google,
coïncide à peu près assez bien avec la réalité, si ça existe, la réalité topographique. En Ukraine, c'est pas tout à fait comme ça. Je vous remercie. Il n'y a pas de problème pour continuer à discuter dehors, mais bon, là, comme on vous a dit, il y a un film. Donc, en tout cas, merci beaucoup à tous les partenaires. N'oubliez pas de redéposer vos casques et de récupérer votre carte d'identité à l'entrée. On va sortir par là-bas. Et également, Emmanuel sera à la librairie française Kiralina demain à 18h pour évoquer encore le Danube et ses ouvrages. Donc, ce sera une rencontre exclusivement en français, en revanche. Merci à tous. Da, povestea care e zopel normal. Chiar ok. Cât zice că are 2 săptămâni și vrea încă 2 săptămâni să pedaleze, da? Da. Să aibă drum bun.